Alors, je n'ai pas prévu de vous faire de présentation, puisque cet intitulé s'appelait « Discussion », mais plutôt de partir des réflexions qui ont pu vous venir au fur et à mesure, donc que vous puissiez poser des questions à tous les intervenants, et puis peut-être pour vous laisser le temps de formaliser, de formuler vos questions, reprendre peut-être quelques points simplement qui me sont venus au fur et à mesure. Je me suis mis dans une position de candide et de soulever déjà des éléments qui me sont venus au fur et à mesure en entendant les différents intervenants. Sauf si déjà vous avez des questionnements qui vous viennent d'emblée à l'esprit. Alors j'ai une question pour les généticiens chromosomiques, Charles et Véronique. Dans le cadre donc, de ce que j'ai compris, dans le cadre du DPI, diagnostic génétique des embryons, on ne peut faire le diagnostic que de ce qu'on recherche, c'est-à-dire de la pathologie pour laquelle le couple est suspecté porteur et dont le fœtus pourrait être atteint. Dans le DPNI, en revanche, on peut chercher plusieurs choses. Alors, dans le test, avec le test qu'on a actuellement, on peut rechercher la trisomie 21, mais on a aussi l'information sur la trisomie 13 et la trisomie 18. Mais ce qui a été retenu au niveau normalement de la loi, c'est qu'on doit faire le dépistage que pour la trisomie 21. Et on voit les deux autres. Et probablement avec une nouvelle version, on verra plus de choses. Mais pareil, on aura toujours le problème de qu'est-ce qu'on doit rendre. Et je vous questionne donc en termes d'équité. Est-ce qu'on respecte la notion d'équité pour les couples qui vont faire un DPI, qui devront passer par une fécondation in vitro, où on a les embryons, tu l'as dit, on a les cellules, pas tout l'embryon, je vous rassure, mais quelques cellules sous le microscope. On va chercher une problématique génique. La femme a 38 ans et demi. Par chance, elle a une réserve ovarienne suffisante qui fait qu'on a pu envisager un DPI, mais on ne pourra pas aller la renseigner sur le risque de trisomie 21 de cet embryon. Est-ce que ce sont des choses qui sont discutées? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça évolue? Alors, effectivement, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout le paradoxe entre l'accélération qu'il y a pour le dépistage prénatal de différentes maladies avec les techniques non invasives, ou même lorsque la grossesse a déjà évolué, avec la réalisation des exomes en prénatal, du génome, on va pouvoir voir des choses improbables. Et puis là, sur l'embryon, on s'interdit. Pourquoi? Alors, un des arguments qui est avancé par la ministre notamment et les détracteurs, c'est de dire que c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, de faire un diagnostic génétique sur l'embryon et de faire le choix, par exemple, entre un embryon qui sera, si on propose trisomique 21 et un embryon sans euploïdie, forcément le choix sera systématique vers l'embryon euploïde, alors que dans le cas d'une grossesse, lorsqu'il y a une découverte au moment de la grossesse, qui a déjà évolué après 3 mois, une trisomie 21, et ben là le choix va être un peu différent. Effectivement, peut-être une prise de conscience un peu différente de la femme. Et donc, je vais utiliser ces termes un peu provocateurs, mais les détracteurs diront que ça va donner une chance supplémentaire à l'enfant porteur d'une maladie chromosomique quand le diagnostic est fait plus tard que quand on réalise son embryon systématiquement. Il y a cette notion de systématique qui va dire que l'embryon anormal sera systématiquement rejeté. Voilà. Donc je pense que en fait, l'objectif du DPI est complètement dévoyé par ces détracteurs, puisque l'objectif n'est pas d'avoir un enfant sans maladie génétique, un enfant parfait. L'objectif, il est simplement de donner la possibilité à des couples infertiles d'avoir des enfants dans des meilleures conditions. C'est pas du tout, le DPI n'est pas fait pour sélectionner génétiquement des enfants selon tel et tel critère, c'est simplement pour augmenter le fitness pour l'obtention des grossesses et la condition. Donc il y a un décalage comme ça qui est incompréhensible entre ce diagnostic sur l'embryon et le diagnostic durant la grossesse. Et parmi les arguments retenus, c'est ceux que je vous ai exposés là maintenant. J'ai du mal à les expliquer moi-même. Une question novice aussi par rapport à la trisomie 21. Il y a quand même plusieurs stades de gravité de la trisomie 21. Je voulais savoir, est-ce que ça, c'est quelque chose
que vous pouvez diagnostiquer ou pas, parce que ça peut quand même changer aussi la décision des parents. Non, en anténatal, c'est absolument impossible. La trisomie 21 est toujours associée au fait qu'il y a 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Après, les enfants, comme très fréquemment dans toutes les maladies génétiques, il y a une variabilité d'expression. Donc il y aura des enfants qui s'en sortiront mieux que d'autres, mais malheureusement, on est incapable de faire la distinction sur un diagnostic prénatal, un DPI ou tout autre. Moi, je me pose depuis longtemps la question, et qui rejoint ces incertitudes, c'est est-ce que dans les incertitudes, il n'y a pas des choses meilleures qu'on cache et qu'on ne connaît pas, qui se cachent et qu'on ne connaît pas encore parce que ça ne s'est pas exprimé. Je pense que question éminemment génétique, je ne sais pas si l'un de vous veut le... Est-ce que dans ces incertitudes, les BSI, que vous trouvez, vous comparez par rapport à ce qui existe, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose de plus bénéfique pour même toute l'humanité qui se cache là et qu'on ne peut pas dire parce qu'on ne connaît pas? J'aborderai ce point-là à 14h précises cet après-midi. Dans l'éthique en population. Alors, à moins qu'il y ait d'autres questions. Pour rester dans cette incertitude, la décision pour un couple d'interrompre ou non la grossesse, vous l'avez très bien exprimé dans la présentation dans ce jeu de rôle, va aussi être liée au degré de certitude qu'on peut leur donner. Qu'est-ce qu'on peut espérer comme amélioration pour cerner de mieux en mieux cette incertitude? Est-ce qu'il y a des pistes? C'est difficile à dire, hein. En dehors des techniques qu'on a actuellement, on essaye de mettre en œuvre tout ce qu'on peut, aussi bien que ce soit des techniques d'imagerie pour compléter une échographie, les techniques génétiques, celles qu'on a présentées, mais en sachant on reste quand même très limité. Enfin, on ne peut pas tout voir. C'est de colliger aussi un maximum de données. Nous, quand par exemple on trouve des anomalies chromosomiques sur une puce à ADN, ça rentre dans une base de données nationale et même après il y a des bases au niveau international pour justement essayer dans le futur d'avoir une plus grande base de données pour essayer de voir si certains qu'on a classés indéterminés à un moment, dans quelques années, on pourra peut-être les rebasculer, soit d'un côté plus bénin, au contraire plutôt pathogène. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Également dans la notion du respect de l'autonomie des patients qui viennent vers nous, va donc nécessiter un travail d'information important, avec une part, on l'a vu à travers les diapos, un travail aussi d'éducation, parce qu'il faut amener à une information suffisamment simple pour être lisible, pour des patients qui sont dans un contexte souvent quand même de stress plus ou moins important, mais dont on peut imaginer qu'il est relativement important, et un temps d'élaboration ensuite pour ces patients pour qu'ils puissent mûrir une décision. Et ma question là sera plutôt de l'ordre pour aider dans ce cheminement de cette réflexion éthique. D'abord, quel est le temps moyen des consultations que vous avez, et 2, quel va être le délai moyen des couples pour prendre une décision, pour ce temps d'élaboration. Alors, le délai moyen des consultations, c'est variable, mais souvent long, parce qu'il faut prendre du temps pour donner toutes ces informations-là. Donc souvent, c'est très long. J'ai pas de délai moyen à donner, mais c'est pas une consultation qu'on fait en moins de 3/4 d'heure à 1 heure, ça, certainement. Et alors, je pense que sur ta deuxième question du temps des couples pour prendre une décision, c'est dans le cadre du diagnostic prénatal.
c'est dans le temps le plus court possible pour qu'on puisse éventuellement prendre une décision, sachant qu'en France, la loi autorise l'interruption médicale de grossesse jusqu'au terme de la grossesse. Donc c'est ce temps-là entre le moment du diagnostic et le moment où on peut accéder à une demande d'interruption de grossesse. Donc, il peut être très court quelquefois. Cette question-là, elle va pouvoir également concerner des couples qui viennent faire une demande de diagnostic sur les embryons. On a une idée du délai moyen qui amène les couples après des précédentes grossesses ou des enfants atteints, qui les amène à venir consulter l'antériorité de leur histoire. Alors ça, je ne sais pas si on a des chiffres précis à donner. En tout cas, ce qui va se poser, c'est aussi un problème d'organisation du système de soins. Parce que, imaginons que le DPIA demain rentre en vigueur, imaginons un miracle, et que, étant donné que c'est un test génétique qui pourrait se généraliser à une plus grande population que ce qu'elle est aujourd'hui, il faudrait prévoir des consultations systématiques avant, après, etc., pour bien expliquer les tenants et les aboutissants, avant qu'on fasse le diagnostic sur les embryons, après. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a la force, en termes de praticiens, de conseillers en génétique, etc., pour accompagner correctement et transmettre les bons messages aux patients par rapport à des tests extrêmement complexes, avec des interprétations tout aussi délicates? C'est une vraie question de système d'organisation du système de soins. Donc moi j'ai une remarque d'expérience, c'est que le temps de décision de donner son consentement au moment de la première échographie à 12 semaines d'améliorée, je serais curieuse de savoir par expérience qu'est-ce que les autres peuvent dire, mais c'est des fractions de secondes. Un petit aparté historique, parce que j'ai beaucoup aimé, Pierre Simon, ton parallèle avec la génétique judiciaire et les éléments de généalogie qui en découlaient. Ces notions-là font partie de ce qui a pesé également dans la révision de ces lois sur la levée de l'anonymat, puisque maintenant il devient assez illusoire qu'on ne puisse pas par le biais de la génétique retrouver son donneur ou sa donneuse, donc ça a pesé très lourdement dans la réflexion vis-à-vis de la levée de l'anonymat. J'ai une autre question en termes d'équité, qui est qu'on peut faire vous l'avez montré, du screening d'hétérozygotes. La loi actuelle, la réglementation actuelle dans le cadre du don de gamètes, n'impose pas de faire ce screening systématique chez les donneurs ou chez les donneuses. Est-ce que ça vous interpelle, ça vous amène des éléments de réflexion? Un petit complément. En revanche, s'il y a une problématique chez le receveur ou la receveuse, enfin le conjoint receveur ou la conjointe receveuse, là, effectivement, on a obligation de trouver des donneurs qui ne sont pas porteurs hétérozygotes. Mais ça n'est pas systématique. C'est probablement... Je reformule la question. Il y a environ un peu moins de 1000 donneurs de sperme, moins de quelques centaines de donneuses d'ovocytes en France tous les ans. Combien? 300 donneurs de spermatozoïdes et 400 donneuses. Voilà, quelques centaines. J'avais dit moins de 1000, mais c'est pour ça qu'on était à 600. Donc, quelques centaines de donneurs de sperme, quelques centaines de donneuses d'ovocytes. Et là, dans le mécanisme ultime de la fécondation, il y a une intervention médicale, puisqu'il y a un don médié par une équipe médicale. Donc c'est une situation complexe. Et là, personnellement, vu que nous pouvons le faire, je trouve que le porte-à-faux de ne pas faire ce dépistage systématique des gènes actionnables des hétérozygotes va poser problème. Le jour, très rapidement, où va naître un enfant porteur d'une maladie hétérozygote, récessive autosomique, après
un don de sperme ou un don d'ovocytes, où les parents se porteront en justice, alors même que les moyens simples, peu onéreux, cost-effectifs sont disponibles dès aujourd'hui, le jour où on se réunit, va poser problème. C'est un problème urgent. Je serais ministre de la Santé, je serais inquiet. La question corollaire de ça, c'est jusqu'à quelle fréquence d'hétérozygosie on va détecter. C'est-à-dire où on va mettre aussi le curseur de dire ça on cherche et ça on ne cherche pas. Non mais alors, j'ai essayé d'expliquer pourquoi plus quand il y a un j'ai essayé d'expliquer pourquoi plus quand il y a un don que pas. Et là je vais développer mon argumentation. Ce don, il ne se fait pas sous les draps ou ailleurs. Non, ce don, il se passe par des équipes médicales qui engagent leurs responsabilités. On sort de l'intime, on passe par une case de santé médicale avec l'exercice de responsabilité. C'est pour ça que je pense que le problème se pose dès à présent pour ce cadre-là, avant qu'il ne se pose dans l'intimité des décisions de chaque couple. Deuxièmement, lesquels? Ce sont les Américains qui ont commencé, l'American College of Human Genetics, à établir une loi, à établir une liste des gènes actionnables. Et des gestes, et des gènes, et des variants hétérozygotes associés à ces gènes actionnables. Ces comités, initialement américain, il est devenu international. Il se réunit tous les 3 mois. Il actualise tous les 3 mois sa liste. C'est un travail qui va se poursuivre des décades durant. Donc, à partir du moment où il y a un corpus de connaissances qui fait l'objet d'un consensus international, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas et le réinventer à chaque fois. Ce ne sont pas non plus des modes d'emploi, ce sont des informations réfléchies qui nous sont données, dont nous devons faire part avec les couples pour les aider, comme dans la situation du diagnostic prénatal, où c'est une élaboration conjointe entre les couples, les parents, les médecins, les conseillers en génétique, dans un cadre des données dont nous disposons. Mais je ne vois pas comment on va éviter de pouvoir proposer ça. Je vais te rassurer, probablement que dans la prochaine loi, ça deviendra dans la loi obligatoire. Mais en l'état actuel, pour l'instant, dans la loi, il n'y a rien. Dans la loi actuelle. Mais je pense que ça deviendra obligatoire. J'ai écouté les débats à l'Assemblée nationale, sur notre chaîne Public Sénat et Assemblée nationale, qui est très intéressante. Quand on a des insomnies, on tombe sur les débats. Je suis frappé par la frilosité. Les frileux jouent leur rôle. Hein. Ils doivent nous amener à améliorer notre argumentation, à diminuer l'appréciation des risques, et c'est très important qu'ils s'expriment. Mais enfin, sachez qu'on devient un petit isolat au milieu de l'Europe et des États-Unis par rapport à la frilosité des décisions qui sont prises vis-à-vis de tous les thèmes qui ont été abordés ce matin, et que le tourisme s'est mis en place dès à présent. Je suis désolée pour ma question, mais c'est le côté peut-être frileux, et puis surtout d'avoir fait beaucoup de diagnostics présymptomatiques. Juste pour dire, par exemple, dans le Huntington, sur 100%, enfin, sur les gens qui vont être à risque de maladie de Huntington, il y en a 80% qui ne souhaitent pas connaître, par exemple, leur statut génétique. Du coup, moi, je m'interroge sur justement, dans l'autonomie, ce droit de ne
pas savoir. On en parlait pour les données secondaires. Et je me disais, par exemple, sur l'étude qui a été faite en Australie, les gens qui ne veulent pas, par exemple, connaître leur statut génétique vis-à-vis de la muco, etc., ça veut dire quoi derrière? Ça veut dire que s'ils ont un enfant avec la mucoviscidose, on ne les prend pas en charge. Enfin, comment ça se passe, en fait? Comment ça évolue? Parce que je crois que le droit de ne pas savoir, il existe aussi. Dans l'étude australienne, il y a 22% des jeunes êtres humains entre 18 et 25 ans qui ont refusé de participer à ce programme. Alors là, pour les conséquences au refus de savoir, je veux dire, j'en parle le reste après-midi aussi, parce que c'est un problème, mais il y a quand même la Convention internationale des droits de l'homme et de bioéthique, c'est la Convention d'Oviedo, qui interdit toute discrimination par rapport à une attitude et qui respecte le droit de ne pas savoir et qui empêche toute discrimination. Donc, il y a un cadre juridique international, je le dis avec prudence devant Isabelle, qui normalement est quand même un cadre constitutionnel, puisque je crois qu'il a été validé par le Conseil de l'Europe en 2007, qui protège beaucoup les personnes qui ne voudront pas savoir. Un autre point qui me semblait intéressant à soulever, justement dans cette dimension, et c'est très bien, ça a ouvert le champ de la dimension de la génétique prédictive, ce droit de ne pas savoir pour soi-même, et puis cette possibilité de faire naître ou de ne pas faire naître, et comment est-ce que vous avez des retours à nous donner, et si les décisions sont différentes selon qu'il y a déjà un enfant atteint dans la fratrie ou pas. Est-ce que le regard peut être différent dans cette décision faire naître ou ne pas faire naître s'il y a déjà un enfant atteint? D'accepter ou pas un enfant, alors après et pas tellement d'accepter pour le couple, et également dans ce que ça peut renvoyer pour l'enfant atteint d'avoir un autre enfant qu'on ne fait pas naître. Alors c'est souvent la question qui est posée, de dire mais comment est-ce que des parents pourraient demander une interruption de grossesse alors qu'ils ont déjà un enfant atteint, et de ce que ça effectivement ça pourrait lui faire poser. Mais on peut d'une part comprendre que des parents qui ont un premier enfant atteint ne souhaitent pas, ne se sentent pas d'accueillir un deuxième enfant qui a la même pathologie. Après, ce qui peut peser, c'est très difficile à dire. C'est toujours des choix individuels et des choix de couple. C'est à chaque couple de se... Je suis complètement d'accord avec toi. Je voudrais souligner, je suis un vieux là-dedans. Donc, c'est le paradoxe du diagnostic prénatal. Le diagnostic prénatal, en 1975, quand il a été autorisé dans le cadre de la loi Veil, il a été fait à la demande des... À cette époque-là, on n'était que dans le bas de mon tableau. Ça ne concernait que les familles qui avaient un premier enfant atteint. C'était à leur demande qu'on a mis en place la loi Veil pour l'interruption médicale de grossesse. C'était à leur demande. Leur gamin, ils l'aimaient. Le gamin vivant, né avec cette maladie. Il était aimé. Parfois, il venait à la consultation. Pas trop, mais parfois. Il était aimé, accepté. Et pour autant, le problème éthique, c'est que le premier, il ne savait pas. Mais maintenant, ils savent qu'il y a un risque. L'exercice de leur parentalité, chacun exerce sa parentalité comme on veut, c'est quelque chose d'intime. Mais l'exercice de la parentalité leur interdisait de prendre le risque d'offrir cette vie-là à ce nouvel enfant. Là, on a le devoir d'un parfait respect de l'autonomie des couples dans ces situations. Il y a une diversité d'attitudes extraordinaire. Mais c'est un paradoxe. Aimer cet enfant et maintenant que ce premier enfant a défini la situation à risque et qu'il y a des possibilités de gérer ce risque, quelle décision prendre pour gérer ce risque au mieux? Il n'y a pas de bonne solution. Il y a des solutions faites. D'autres éléments?
juste pour faire un peu l'avocat du diable et provoquer Pierre Simon, et puis peut-être lancer pour comment dire, un ballon d'essai pour la table ronde de cet après-midi. J'interviens là un peu en tant que logicien. L'argument selon lequel la France serait un isolat au milieu de l'Europe ou du monde entier est un argument qui n'est absolument pas recevable, puisqu'on peut avoir raison contre des milliards d'individus et contre le monde entier. Effectivement, heureusement, l'histoire a montré que l'on pouvait avoir raison de cette façon-là. De même pour l'argument selon lequel le tourisme médical devrait nous conduire à accepter à mettre en œuvre telle ou telle pratique, parce que le fait ne peut jamais décider du droit, et ce qui se fait ne peut pas décider que cela doit se faire, ou devrait se faire, ou que cela est souhaitable parce que cela se fait. Voilà. La question qu'on doit se poser, et qui est effectivement la question principale, c'est, moi je laisse de côté les questions de principe qui nous aident, mais demandons-nous si les choses sont souhaitables, c'est-à-dire si les choses apportent du bien aux individus, si les pratiques apportent du bien aux individus, en tout cas plus de bien que de mal, et c'est sans doute ça qui doit plutôt nous guider dans les affaires de valeurs, de morale et de politique, finalement, que la question de savoir ce qui se fait ou quelle est la situation générale. Voilà. C'est une remarque juste lancée comme ça, pour me mettre en appétit, si j'ose dire. Je te rejoins complètement. C'est de ça dont il est question. Avez-vous d'autres éléments de questionnement ? Juste pour compléter, parce que je suis allé jeter un petit pavé dans la mare, on parle d'équité, mais on parle toujours d'équité au niveau de notre pays. Il faut que les gens de notre population, les petits Français, etc., il y a 2/3, sinon 3/4 de l'humanité qui n'a pas accès à ces techniques. Donc finalement, les populations les plus pauvres qui ne peuvent pas se payer de handicap sont celles qui vont être le plus handicapées à terme. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour l'humanité ?